Mosaïque, Mosaïque, de l'actu et du flow. vu par des ados. Program complete. Vous êtes bien sur Mosaïque Radio, nous sommes le vendredi 12 avril et aujourd'hui on va parler de l'association Welcome Salon. Au sommaire de cette émission, on reçoit Michel, Imtiaz, Justice et Marie-Hélène qui nous parleront de cette association qui accueille des personnes réfugiées à Salon de Provence. Vous écouterez aussi un reportage sur le thème de l'immigration réalisé mercredi au marché de Salon. Et en fin d'émission, les ados du groupe radio vous ont concocté leur petite chronique et billets d'humeur. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue à tous, à Salon comme ailleurs, et surtout sur les ondes de Mosaïque Radio. Mosaïque, Mosaïque, de l'actu et du flow. vu par des ados. Program complete. Alors bonjour à tous les quatre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avec nous autour de la table, on a aussi les ados du groupe radio qui ont travaillé sur cette émission depuis le début de la semaine, avec qui on a fait le reportage mercredi au marché, etc. C'est donc Djihad, Mélina et le reste du groupe radio à qui je vais laisser la parole pour mener les interviews. Bonjour déjà. Bonjour. Welcome Salon a été créé en 2015. Michel, vous êtes coprésidente de l'association. Pourquoi avez-vous décidé de créer cette association ? Oui, c'est un groupe de Salonnais qui a décidé de mener une action puisqu'il n'y avait rien sur la ville. Et c'était à la suite des événements, on voyait beaucoup de choses à la télévision, notamment à propos de la Syrie. Et donc, on a un groupe de citoyens a décidé de faire quelque chose. On est parti de rien, on était une dizaine. Et peu à peu, l'association a pris de l'importance puisque maintenant, nous avons à peu près 300 sympathisants et 150 adhérents. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents pôles de l'association ? Oui, alors il y a 8 pôles. Nous sommes organisés en pôles. Il y a un bureau avec 8 pôles. Donc je vais aller assez rapidement parce que c'est un peu long. Il y a un pôle coordination, c'est-à-dire qui s'occupe de l'accueil et de tout ce qui de l'accueil des réfugiés et qui est en relation avec les autres associations. Un pôle administratif parce que le côté administratif est très très important pour les réfugiés puisque ce sont tous des demandeurs d'asile et que le but c'est d'obtenir le statut de réfugié. Donc il faut les accompagner dans les démarches qui, croyez-moi, sont très très complexes et très longues. Les personnes qui sont avec nous aujourd'hui vous en parleront peut-être. Donc c'est très très important. Ensuite, le pôle communication, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire parler de notre action, parler de tout ce qui peut se faire et puis aussi créer des événements pour essayer de récolter un petit peu d'argent puisque nous n'avons aucune subvention de la ville et que quand on fait un événement, notamment il va y avoir une fête au portail Coucou le 11 mai, j'en profite pour en parler et ces événements ont pour but de nous faire connaître mais aussi de récolter un petit peu d'argent puisque nous avons besoin d'un peu d'aide pour accompagner les réfugiés. Il y a un pôle santé qui est important aussi parce que certains d'entre eux ont des problèmes de santé comme on peut avoir nous et puis ont eu quand même un long parcours, un parcours très difficile pour en arriver là. Et donc le pôle santé leur propose un bilan de santé à leur arrivée et peut les accompagner autant sur le plan physique que psychique. Il y a un pôle apprentissage du français, puisque quand on veut s'intégrer à un pays, il faut avant tout pratiquer la langue. Donc il y a des cours de français qui leur sont proposés. Il n'y en a pas assez d'ailleurs, mais bon. Et on a de bons exemples, notamment avec Imtiaz qui est ici, qui au bout d'1 an et demi, vous verrez, pratique très très bien le français grâce surtout à sa volonté et vraiment à ses capacités à apprendre une langue étrangère. Il y a le pôle loisirs, Marie-Hélène peut-être en parlera tout à l'heure, qui peut organiser donc des événements. Le pôle transport qui accompagne les gens qui n'ont pas de voiture, soit à la préfecture à Marseille, soit à des rendez-vous médicaux et autres dans la ville. Et le pôle hébergement, dont j'ai la charge, qui cherche des familles accueillantes, puisque je n'ai peut-être pas assez présenté, mais notre action revêt 2 formes, soit l'accueil de réfugiés isolés
que nous hébergeons dans les familles, soit l'accompagnement de familles qui ont des appartements et qui sont un peu plus autonomes. C'est le cas de Justice et Henri, Justice qui est à mes côtés. Voilà, donc tous ces pôles, ça fait 8 pôles en tout. Et on essaie de travailler en équipe, hein, ce qui est très important. Voilà. Merci. Qui est-ce qui vous finance? Simplement, alors ça c'est une réponse vraiment claire, nous n'avons aucune subvention d'aucune institution, donc les finances c'est simplement les dons de particuliers. Donc c'est nous qui nous finançons nous-mêmes, hein, puisqu'au départ on a commencé comme ça, et soit des gens qui sympathisent, qui ne peuvent pas faire autre chose et qui donnent quelque chose. Et puis il y a aussi les adhésions. On peut tous devenir adhérents, vos familles aussi, si un jour ça les intéresse. Pour 10 €, on est adhérent à l'association Welcome. Donc à ce jour, on a, je vous dis, à peu près 150 adhérents. Et en plus, il y a des dons, heureusement. Il y a quand même, on le disait l'autre jour quand on s'est rencontrés, il y a quand même des élans de générosité. Tous les Français ne sont pas contre les migrants. Il y a vraiment un élan de générosité et de bienveillance envers nos actions. Combien y a-t-il de bénévoles? Alors, des bénévoles, on va dire, je vous dis, il y a 150 adhérents. Il y a des gens qui font peu de choses, mais qui vont proposer simplement un transport une fois. Bon, après, dans les bénévoles actifs, on va dire une trentaine de gens qui font partie des différents pôles. Voilà. Et sur quel pôle les bénévoles sont-ils le plus investis? Est-ce que c'est sur l'hébergement ou l'accompagnement dans les démarches administratives? C'est, je pense, dans les démarches administratives, hein, quand même. Beaucoup. Et puis aussi, accompagnement, hein, je pense à des gens comme Chantal qui est ici aussi et qui accompagne pour beaucoup de choses, des petites choses de la vie, hein, accompagne Justice quand elle a des courses à faire parce qu'elle n'a pas de voiture, des choses comme ça. Ça peut être des... Voilà. Mais l'administratif, bien entendu, puisque toutes ces personnes-là, l'essentiel, c'est quand même qu'ils obtiennent leur papier et un statut de réfugié, avoir le droit de travailler, avoir le droit d'être un citoyen comme nous tous. Justice, vous avez été accompagnée par les bénévoles de Welcome Salon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Justice Kwana. Prénom Justice, nom Kwana. Je suis du Cameroun. Je suis avec mon conjoint Ndombo Henri Noé et notre petite fille Ndombo Émilie. Et à présent, j'attends notre bébé, un garçon. Oui, je suis l'une des accueillies de Welcome. D'accord. Et sur quoi l'association vous a-t-elle aidé? Déjà, je suis avec l'association Welcome il y a maintenant 1 an et quelques mois, parce que je suis arrivée à Salon de Provence je crois que c'était en janvier, oui, par l'hôpital du Salon, et puis qui ont appelé comme ça l'association Welcome, qui ont tout de suite répondu. Je crois que le lendemain du jour, deux des bénévoles de Welcome nous ont trouvés à l'hôpital direct et ont tout de suite trouvé une solution pour nous. Ils sont venus nous chercher le lendemain. Directement, on a été dans une famille comme ça. Et vraiment, à partir de ce temps, mon conjoint et moi, on était vraiment étonnés parce que c'est vrai, on sort de l'Afrique, on n'avait jamais vu des personnes comme ça. À peine on arrive chez cette dame, elle s'appelle Anne Richaud. Moi, je l'appelle Maman Anne parce que jamais... Bref, beaucoup de mamans qui m'entourent, je leur appelle comme ça. Donc, nous sommes arrivés chez elle, à peine 3 jours. Elle a voyagé pour 2 jours. Elle nous a laissés dans sa maison, avec les clés, avec tout. Mon conjoint et moi, sans vous mentir, on a eu peur le premier jour. On est d'abord partis parce qu'on n'avait jamais vu de personnes comme ça. On est d'abord partis parce qu'avant d'arriver sur ce salon, on connaissait une dame qui nous a ramenés ici, une Camerounaise. On est partis déjà d'abord passer la nuit sur cette dame parce qu'on avait peur. On se demandait, mais qu'est-ce qui va nous arriver? À peine elle nous donne ses clés, elle nous fait confiance et tout, et elle voyage. On était étonnés. Mais elle a été bien. Elle nous appelait tous les jours et à tout moment. Comment allez-vous? Elle savait que j'attendais un bébé, tout le temps. Elle est rentrée, pleine d'affection et tout. Tendresse. En fait, non, on n'avait jamais vu ça. Elle était très bonne avec nous.
Elle nous a accueillis chez elle pendant 1 mois. Après, nous sommes allés dans une autre famille, à Bel-Air, chez Paul et Madeleine Magnan, qui eux aussi ont été très gentils avec nous. Déjà, Paul qui nous accompagnait dans tous les papiers, dans tout ce qui concerne l'administratif. On allait tous les jours, tout le temps avec lui à Marseille. Il ne se fatiguait jamais. Bref, mon conjoint et moi, on était toujours étonnés. Tout le temps convoqué, renvoyé, mais il ne se fatigue pas, il est avec nous. On regardait, bon, on a trouvé ça vraiment très bien entouré. Et tout le temps, il se débattait pour nous trouver un logement parce que le bébé qui allait venir. C'est vrai, on cherchait le logement, mais les membres de Welcome étaient toujours prêts à nous accueillir. Parce que la dame qui nous a pris pour la première fois, Anne Richaud, elle était prête, elle a dit si on ne trouve pas d'hébergement, j'accueille Justice chez moi, elle accouche chez moi et puis on va voir. Donc je la trouvais toujours prête parce qu'après on se demandait comment on va faire avec le bébé, mon conjoint et moi, mais après bon. Bref, eux, ils avaient toujours une solution pour nous à nous proposer, on était vraiment très contents. En ce qui concerne les papiers, on était Dublin avec leur aide et tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, on est dédublinés. On a envoyé notre dossier à l'OFPRA en tant que demandeur d'asile en procédure normale. Déjà, au niveau du dublinage, ce n'était pas facile. On était convoqués à un moment, chaque semaine, et ils étaient toujours présents. Et sans vous mentir, l'attente à la préfecture est vraiment longue. On les voyait patienter. Vraiment, on trouvait ça, pour nous, c'est énorme. Tout le temps patienter, des heures, plus de 5 heures à attendre avec nous. L'heure du repas de midi passe, tout ça. On ne sait même pas si elles ont déjeuné parce qu'ils viennent nous chercher à 6 heures. C'était vraiment, nous sommes touchés par ça. On a réussi, on a été dédublinés. Maintenant, nous sommes passés en procédure normale. Déjà, pour nous, c'est grand. Ils ont réussi à nous trouver un logement avec notre petite fille, ici à la Monac, par le canal de la Fraternité Salonnaise. Donc, ils ont déjà beaucoup fait pour nous. Je ne sais pas à quel mot je peux expliquer. Vraiment, pour moi, je suis très, très reconnaissante. D'accord. Comment ça s'est passé pour avoir les papiers en France? Et par quelle étape vous êtes passé? Papier, je ne comprends pas trop, parce que papier, bon, nous sommes encore demandeurs d'asile. Je pense que les papiers, c'est quand on a déjà un statut réfugié ou avoir un séjour. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes dans l'attente de la convocation à l'OFPRA. Nous sommes encore à ce niveau. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un appartement à la Monac. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour l'avenir? Déjà, mon conjoint et moi, nous sommes des personnes travailleurs. Ce que nous souhaitons pour l'avenir, déjà, si la France nous donne une chance, c'est qu'on attend, la chance d'avoir une nouvelle vie. Nous voulons vraiment travailler, se battre, ne pas toujours compter peut-être sur les allocations qu'on a maintenant et aussi l'aide qu'on a de Welcome. On veut vraiment que la France nous donne une chance d'être parmi eux, d'être aussi appelés les citoyens français, pouvoir travailler, subvenir à nos besoins, nos enfants, regarder la vie en avant, donc faire des choses comme des vrais citoyens, pas de profiter. Nous voulons vraiment ça, de travailler puis s'intégrer. Marie-Hélène ou Michel, comment avez-vous accompagné Justice dans ses démarches? Alors, plutôt Michel, parce que moi, je n'étais pas dans l'association pour Justice. Je suis arrivée un petit peu après, alors je laisse la parole à Michel. Comme l'a dit Justice, ce n'est pas moi personnellement qui ai accompagné, puisque dans un pôle, il y a plusieurs personnes. Mais Justice vous l'a un petit peu dit. Je pense qu'elle a un peu répondu à cette question, c'est-à-dire l'accompagnement à la préfecture jusqu'à ce qu'il soit dédubliné. Et ensuite, l'aide à faire son récit de vie qui a été envoyé à l'OFPRA. Maintenant, la prochaine démarche, et j'insiste là-dessus, c'est donc ce passage à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et là, il va falloir aller à Paris. Ils vont passer devant un officier de l'OFPRA qui va décider s'ils ont droit au statut de réfugié pendant 10 ans, et voire plus. Je rebondis sur quelque chose qu'a dit Justice, c'est-à-dire que tant qu'on est demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler. Et donc, bien sûr que toutes ces personnes-là aspirent à une indépendance, à une autonomie, à une dignité et aussi au droit au travail. Je trouve que c'est très important qu'elle ait dit ça et que, contrairement à ce que certaines personnes croient, ils ne sont pas là pour profiter de la France, mais d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des citoyens comme nous.
Justice, depuis combien de temps vous habitez à la Monac? Ça fait maintenant, en fait, le 15 mai, ça va nous faire 1 an. Donc ça fait 11 mois, on peut dire. Le 15 mai, ça va nous faire 1 an à la Monac. Vous vous sentez bien ici? Oui, vraiment très bien. C'est vrai que je suis un peu moi-même renfermée déjà, je ne marche pas trop. Mais je n'ai de problème avec personne, je me sens bien. Je peux marcher comme je veux. Parce que quand je regarde des fois ailleurs, même sur Facebook, des personnes persécutées dans les quartiers à cause de leur peau, à cause du fait qu'ils sont des migrants. Mais ici, je n'ai pas connu ça. En fait, dans la vie de salon, on n'a pas connu ça. Nous sommes bien. Ok, ben merci à vous, Justice, pour... C'est vrai que vous ne m'avez pas posé cette question, mais je ne peux pas finir sans vous le dire. Je voulais parler de l'accouchement de ma fille, Émilie, qui est née sur Salon, l'entourage et tout. Parce que ça aussi, je me demandais comment ça devait se passer. Sans famille. C'est vrai qu'en Afrique, les enfants que j'ai eus, je n'étais pas à côté de ma mère, mais en Afrique, les mamans, bon, elles vous entourent et tout. Je me demandais comment est-ce que ça devait se passer. Je me rappelle même que à 8 mois, je coulais les larmes toute seule. Je me demandais comment est-ce que je vais faire. Je me demandais vraiment. Mais vraiment là, ça a été vraiment... Mon conjoint l'apprécie encore même plus que moi. Ça a été vraiment impeccable, l'entourage et tout. J'ai commencé à avoir les contractions peut-être 2 semaines avant que le bébé n'arrive. Mais tout le temps, j'étais entourée. Comment ça se passe, Justice. Celle qui a Émilie l'amenait s'appelle Chantal Guiraud, que moi j'appelle Maman Chantal. Elle était toujours présente, toujours en train de me dire comment ça se passe, avec le docteur Rika Émilie, le gynécologue de l'hôpital du Salon. Justement, c'est pour ça que j'ai donné le prénom Émilie à ma fille. Elle était toujours là, les coups de fil à tout moment, présente, à la salle d'accouchement, aller et retour de l'hôpital sans rien, les fausses alertes et tout. Elle était présente, Maman Chantal aussi était là. Je ne pensais vraiment pas ça, parce que je me disais que, bon, je n'ai pas de famille, je ne sais pas comment ça va se passer. De l'hôpital, le jour de l'accouchement, elle était présente, elle était là, jusqu'à la maison. Les premiers bains du bébé, c'était elle. Je ne savais pas que ça pouvait se passer. C'était elle, je me montrais comment faire et tout ça. Comment faire en France, comment faire. Donc j'étais vraiment entourée. J'étais vraiment à l'accouchement de mon bébé ici. Ça a été... Je n'ai jamais vu ça. C'était bien. Comme mon conjoint l'a dit, un accouchement VIP. C'est comme ça qu'on a vraiment... C'était merveilleux. L'accompagnement de Welcome, pour moi, ça nous touche le cœur. Et du coup, Émilie est présente avec nous aujourd'hui, donc on l'entend peut-être en arrière-plan au micro, et donc elle est en pleine forme. Oui, elle est en pleine forme. Elle est magnifique. Abdesamad, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, c'est bon, on a tout dit. Ok. Bon, merci à vous en tout cas. Et alors, pour préparer cette émission, nous sommes allés demander aux passants de Salon de Provence s'ils connaissaient Welcome Salon et si eux-mêmes étaient prêts à aider des personnes dans le besoin. On vous propose d'écouter ce micro-trottoir et puis on en parle juste après. Mosaïque. Mosaïque, De l'actu et du flow. vu par des ados. Program complete. Mercredi 10 avril, il est 11h et nous sommes sur le marché de Salon de Provence. Aujourd'hui, on va parler de l'association Welcome Salon avec les passants. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Connaissez-vous l'association Welcome Salon? Non, pas du tout. Non, du tout. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous l'association Welcome Salon? Non, en fait, je ne connais pas. C'est une association qui aide des migrants et les aide dans leurs démarches administratives. D'accord, c'est bien, c'est intéressant déjà, c'est bien. Et qu'est-ce que vous pensez de cette association? C'est très... Et heureusement qu'il y a des associations qui existent comme celle-là, donc je la soutiens. Oui, je connais. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette association? Elle fait un travail formidable. Elle arrive à trouver des personnes qui sont capables de faire de la place chez eux. C'est déjà beaucoup. Moi-même, j'avais essayé à un moment donné de proposer mes services, mais bon, ma maison est un peu trop petite pour accueillir qui que ce soit. Alors, voilà. Oui, j'ai entendu parler, mais je ne me suis jamais intéressée plus, quoi. Que pensez-vous des migrants qui viennent en France?
Tout le monde a la possibilité de pouvoir poursuivre leur vie correctement. On les accepte. Ça aurait pu être nous. Hein. J'en pense quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Le problème, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut leur trouver du travail, il faut les héberger, il faut les soigner, voilà. Je pense qu'il faut y accepter et qu'il n'y a que l'amour qui compte, donc bien sûr. Les aider, les intégrer, les sociabiliser, ouais. Joker. Je pense qu'il faut les accueillir parce que, voilà, par solidarité puis par humanité. Ça me fait un peu mal les migrants qui viennent parce que ça me touche, parce qu'ils viennent, ils croient que ici tout est permis, quoi. Tu as tout cadeau, mais à la fin, c'est pas comme ils le voient. Tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le droit de travailler, tu traînes, après tu regrettes le fait de traverser la mer, de flotter, de rentrer. Tu dois après à la rue. Nos frères africains qui sont de l'autre côté de l'océan, eux ils ne le voient pas comme ça. Et ils croient que ici c'est Eldorado. Mais nous, qui allons tout le temps au pays, on leur explique. Ne venez pas, restez, il vaut mieux rester parce qu'après c'est des problèmes. Pour vous régulariser, c'est tout un problème. Donc c'est un peu ça. C'est triste. Que pensez-vous des migrants qui viennent en France? Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus parce que s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont l'amour de notre pays et je trouve que c'est la seule condition qu'ils soient bien accueillis. Pensez-vous qu'il y a une crise migratoire en France? Ah non. Pas du tout, non. Non, je pense qu'il n'y a pas de crise migratoire en France, non. Je pense qu'il n'y a pas plus de migrants maintenant que ce qu'il y en avait dans les années 70 ou ailleurs, ou avant. Et c'est juste que c'est plus médiatisé et voilà, c'est tout. Non, pas spécialement. La migration fait partie un peu de l'ordre des choses, ouais. Une crise, peut-être pas. Non, je ne peux pas appeler ça crise. Hein. Non. Possible. Je dirais pas en France, je dirais partout dans le monde. C'est quand même assez général, ouais, pas qu'en France. Ouais. Pour vous, est-ce que les migrants sont trop aidés quand ils arrivent en France? Alors ça, je ne sais pas quelles sont les aides dont ils bénéficient, donc je ne peux pas répondre à cette question. Bon, heureusement qu'il y a les associations de toute façon et que le tissu associatif en France est assez important parce qu'il supplée aux insuffisances de l'État. Ah ouais, ils sont aidés parce qu'il y a plein d'associations qui les assistent aussi. Mais pas 100%. Au moins 80% ils sont aidés. Mais après, les aides, ça se limite. Et on ne va pas tout le temps les aider parce qu'il y a aussi la crise européenne aussi qui est là où les propres Français aussi ne trouvent pas du travail. Donc il y a tout ça là qui joue. Non, justement, non, ils sont pas assez aidés et surtout sur le plan social, c'est-à-dire au niveau des activités, des cours. Il faut aussi qu'ils aient une aide psychologique parce que donner l'argent, si derrière il n'y a pas d'accompagnement, ça ne sert à rien. Donc ils ne sont pas assez aidés, non, malheureusement. Que pensez-vous des migrants qui viennent en France? Ils font ce qu'ils peuvent. Pour vous, est-ce que les migrants sont trop aidés quand ils arrivent en France? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant d'aider les personnes qui viennent, ce serait bien d'aider ceux qui sont sur place. Après, une fois qu'on a aidé tous ceux qui sont sur place, si on peut, autant il faut aider tout le monde. Pour vous, est-ce que les migrants sont trop aidés quand ils arrivent en France? Non. Et pourquoi? Parce qu'on peut malgré tout voir leur situation de vie, leur niveau de vie et c'est pas choquant. Il suffit juste de vivre dignement. Et est-ce que vous pouvez aider les migrants? Oui, si je peux, mais dans quel domaine, j'en sais rien, voilà quoi. Vous allez dire comment? Non, oui, après on me donner des vêtements, après moi je suis prête à aider à éduquer dans le sens, comment je pourrais dire ça, moi j'étais secrétaire, j'ai travaillé avec des enfants, donc voilà, je peux après aider à apprendre le français éventuellement, ou voilà, à faire des courriers au niveau administratif, pas de souci. Voilà, c'est tout. Ah bon.
Moi-même, non, parce que moi je suis retraité et je touche une misère. Et est-ce que vous pouvez aider les Mais moi je le fais déjà, j'ai un atelier de théâtre, d'activité que je fais à Marseille. Voilà, dans plusieurs associations, vu que moi je suis dans le théâtre. Et du coup, voilà, grâce à des activités comme ça, on arrive à les laisser aussi s'exprimer et à échanger et à rencontrer d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi s'intégrer. Merci. Je vous en prie, pas de souci, au revoir. Allez, ça va. Nous, on voit ça. Mosaïque. Mosaïque, De l'actu et du flow. vu par des ados. Program complete. Vous êtes toujours sur Mosaïque Radio, donc on vient d'écouter un petit micro-trottoir réalisé mercredi. Alors, une réaction à chaud, qu'est-ce que vous avez pensé du reportage ? Je tiens à dire avant que c'est plutôt un reportage positif, en fait, sur l'association. Les personnes n'ont pas été choisies. On a interviewé une douzaine de personnes mercredi, mais les gens étaient assez ouverts à ce type d'association, à part une personne qui a été, dont vous pourrez en parler. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du reportage ? Moi, je le trouve particulièrement positif et je trouve ça vraiment encourageant. Je suis contente. J'avais l'impression qu'il y avait eu un tri parce que je ne sais pas, j'ai jamais fait ce genre d'expérience au marché de salon, mais apparemment, les gens sont très favorables. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Hein. Nous, par exemple, on a une page Facebook, on n'a jamais eu un post négatif, mais quand on regarde la télévision, par exemple, les interviews sont tout à fait différentes souvent, hein, ou les réactions, ou certains hommes politiques aussi, hein, quand même. Donc, je ne peux que m'en réjouir et j'espère que peut-être que la municipalité pourrait en tenir compte. Voilà. Je passe la parole à Marie-Hélène qui a peut-être sa réaction. Moi aussi, hein, je suis très surprise. Mais bon, je trouve que quand même c'est positif, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent de leur temps et si ça incitait des personnes à venir nous rejoindre, ça serait bien. Hein. Imtiaz, est-ce que tu veux réagir à ce micro-trottoir ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bonjour. En fait, c'est génial parce qu'on n'a pas vu le contraire. Ils sont trop gentils. En fait, je pensais qu'il y a des racismes aussi, mais pas trop. C'est vraiment génial. Voilà. Merci. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit aussi non quand on est allé leur demander de les interviewer. Alors parfois c'était un non direct, parfois c'était de quoi ça parle, de la migration. Non, mais je préfère pas en parler. Enfin voilà, on a eu tout un tas de réactions qui fait que peut-être que les gens qui auraient dit des choses négatives ont préféré les garder pour elles. Donc voilà. Après on a la personne qui dit Joker dans le reportage. Lui, en parlant un peu hors micro, il a été assez... Méchant. Raciste. Beaucoup même. Oui, on sait bien que ça existe aussi. Hein, voilà. Bon, après, on va retenir le positif. Hein. On a besoin de retenir le positif et on va le retenir. Du coup, je vais laisser la parole à Abdesamad et à Djihad qui vont poser des questions plus particulièrement à Imtiaz. Bonjour Imtiaz. Bonjour. Tu as 19 ans aujourd'hui. Tu es parti du Pakistan à 14 ans. Tu as passé 5 ans sur la route. Est-ce que tu peux nous parler de cette traversée ? En fait, c'était trop compliqué parce que j'ai marché beaucoup. Et il y avait 2 jours que j'avais pas mangé. En fait, il y avait police qui m'a frappé. J'étais au prison. En fait, quand j'ai quitté Pakistan, j'ai parti en Iran, après Turquie, et Bulgarie, Serbie, Hongrie, après Allemagne. Et je voulais rester en Allemagne, mais il y avait quand même des racistes en Allemagne. J'étais dans une école et j'avais pas mes amis. Et en plus, après j'ai décidé de partir. Quand j'ai venu ici, j'ai jamais vu un raciste. Voilà, c'était un peu compliqué, mais là, je suis bien. Et quel pays le plus difficile ? Turquie et Bulgarie,
parce que j'étais au prison, je pense, 2 mois en Bulgarie et 15 ou 16 jours en Turquie. Et pourquoi tu as décidé de venir en France? Parce que j'avais problème là-bas en Allemagne. Plus, je voulais pas rester là-bas. Et aujourd'hui, tu vis à Salon. Comment ça s'est passé ton arrivée à Salon et par qui tu as été hébergé? je suis avec Welcome Salon et ça se passe bien avec eux. Ils sont gentils, ils m'aiment et je l'aime. Et ça se passe très bien avec eux. Tu as fait une demande d'asile à la préfecture. Peux-tu nous dire où ça en est? C'est toujours compliqué parce que je fais une demande d'asile depuis 2018. Et la première fois, j'ai parti en OPRA et il m'a refusé. Il ne m'a pas accepté. Et là, je redemandé à Lucindia. Je pense que ça va aller, mais sinon, c'est trop compliqué. Parce que je ne pouvais pas travailler. Et je ne peux pas rester tout le temps avec Welcome. C'est assez compliqué. Ils t'ont dit pourquoi ils ne t'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté la demande d'asile? Ça, je sais pas trop, mais plus il veut détail. Voilà, il me pose des questions que je ne savais pas. Ouais. Donc, pour rappel, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et c'est eux qui décident de donner l'asile ou non. Oui, juste une petite précision pour qu'on sache bien comment ça se passe. Il est allé à l'OFPRA à Paris, nous l'avons accompagné, et il n'est reçu que par une seule personne, c'est un officier de l'OFPRA. Et c'est cette personne qui décide, après un entretien qui a été vraiment trop bref pour Imtiaz, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de donner des détails et des explications. On l'a gardé très peu de temps. Et cette personne a décidé que Imtiaz ne devait pas avoir son statut de réfugié. C'est pour ça qu'après, il y a eu un appel, il vous apparaît de la CNDA, avec un avocat. À la fin du mois, il passera en cours d'appel avec un avocat qui va défendre son cas. Parce qu'on lui reproche, vous demandiez, on lui reproche de ne pas avoir donné de détails. Il n'en a pas eu le temps. Et puis, il est très jeune et c'est très compliqué de donner beaucoup de détails sur son récit de vie. Et en plus, beaucoup de questions ne lui ont pas été posées. Voilà, donc nous, Welcome, on considère que c'est une injustice. Et on espère très fort que la CNDA réparera cette injustice. Es-tu en contact avec ta famille au Pakistan? Oui, quelquefois je parle avec ma mère. C'est compliqué pour eux aussi. C'est une nuit pas très bien. Voilà, mais quand même j'ai contact avec eux. Est-ce qu'un jour tu comptes revenir au Pakistan ou tu comptes rester en France? Je sais pas, peut-être avec le temps, mais là je veux pas retourner parce que si je retourne là-bas, il va me tuer. Et je préfère rester ici en France. Quelles sont tes occupations ici? Pardon, je peux intervenir? Désolée, mais je donne des petites précisions. Si Imtiaz, par chance, obtient son statut de réfugié, il n'aura pas le droit de retourner dans son pays. Pourquoi? Parce que la France va dire il est en danger dans son pays, d'accord? Donc, il ne peut pas retourner dans son pays. Mais il pourra peut-être aller voir sa famille dans un pays limitrophe. Mais il ne pourra pas retourner au Pakistan s'il est réfugié politique français. D'accord? Limitrophe, c'est entre les deux. C'est un pays qui touche le Pakistan. Il pourra aller voir sa famille. Ça a été le cas d'autres réfugiés. Mais il ne pourra pas aller au Pakistan puisqu'il est en danger dans son pays. Il dit « Je veux être réfugié. Je demande l'asile politique en France parce que je suis en danger dans mon pays. » Donc il est assez logique qu'après, il ne retourne pas dans son pays. Vous comprenez? Jusqu'à quand il ne peut pas retourner dans son pays quand il a le statut de réfugié? Pendant combien d'années il ne peut pas retourner au Pakistan? Tant qu'il est réfugié, si un jour, après de nombreuses années, il devient français, citoyen français, à ce moment-là, les choses peuvent changer. Mais il a toujours l'espoir, je répète, d'aller voir sa famille dans un pays proche.
quelles sont tes occupations ici? Quelles activités tu fais au jour le jour? Je vais à l'école et en plus je fais cours de piano, en plus je vais voir mes amis à Marseille. Voilà, c'est tout. Merci. Anne-Marie, vous êtes bénévole de l'association, vous accueillez les gens chez vous. Pouvez-vous en parler? Moi, oui. Bonjour. Alors, Marie-Hélène, oui, je suis bénévole dans l'association en tant que famille d'accueil. Donc, j'ai accueilli Imtiaz. Ça s'est très bien passé. On accueille quelqu'un comme quelqu'un de sa famille. On le reçoit comme s'il faisait partie de sa famille. On lui laisse une petite place. Ça se passe bien. Hein, ça s'est bien passé, Imtiaz. Hein, oui. On a eu aussi Véronique, une petite Camerounaise. Et puis, on attend pour avoir quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on manque de familles d'accueil et que c'est un pas, certes, à faire, mais que c'est très enrichissant. Parce que en ce qui concerne la petite personne que j'avais eue, là, elle m'a fait de la cuisine, elle m'a fait découvrir la cuisine africaine. Pas Imtiaz encore, hein, peut-être au mois d'août. Tu me feras découvrir la cuisine pakistanaise. Voilà. Donc, c'est très enrichissant et ça donne du baume au cœur et puis, il faut le faire. Voilà. Merci. Avec Welcome Salon, vous organisez aussi des événements. Pouvez-vous nous en parler? Là, on a un prochain événement le 11 mai au portail Coucou. À 8h, on a la chorale Sing Song, c'est ça, du portail Coucou qui va se produire. Donc on invite tout le monde. L'entrée, c'est 10 € et vous pouvez venir soutenir l'association. Il y aura aussi nos 4 demandeurs d'asile qui seront aussi présents. Voilà, on organise aussi un pique-nique, mais ça, le pique-nique, c'est surtout pour les personnes, les familles d'accueil, pour qu'on se retrouve tous. À chaque fois, on se réunit 2 fois par an pour partager des moments, parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui sont un petit peu parties de l'association et pour être toujours en contact avec eux. Voilà. Welcome, c'est une grande famille, hein, et on est toujours content de se retrouver. Et Welcome, c'est aussi des moments festifs. Hein. Il faut dire qu'on aime bien partager des repas, etc. Hein, parce que il faut aussi faire la fête. Alors merci beaucoup à tous les 4. Merci Justice, merci Imtiaz pour vos témoignages, pour vos parcours. Et merci à vous, les bénévoles de l'association Welcome Salon, que vous pouvez retrouver sur Internet à l'adresse welcomesalon.fr et sur Facebook Welcome Réfugiés Salon de Provence. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être qu'on n'a pas dit, un mot pour conclure? Moi, j'ai été intéressée par rencontrer ces jeunes qui ont désiré travailler sur l'immigration. Je vous en félicite. J'ai trouvé l'idée du micro-trottoir très intéressante aussi. Et puis une belle écoute, des questions intéressantes. Ça m'a vraiment intéressée. Je pense qu'il faut toujours faire plus de rencontres. Hein. Il faut un peu faire tomber les barrières. Je suis sûre que nous, on a été contents de vous rencontrer et vous avez appris des choses à notre contact. Et j'espère aussi, vous, les jeunes, que vous allez témoigner de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vu, parce que vous devez entendre autour de vous des choses fausses. Hein. Parfois, l'autre jour, on en a parlé. Donc, c'est très, très important, les messages que vous pourrez faire passer, soit auprès de vos copains, auprès de vos familles, à l'école, etc. Donc, je compte sur vous et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour le 11 mai, pour la fête. Merci. Merci. Du coup, par la même occasion, je remercie toute l'équipe radio du Centre social qui a travaillé sur cette émission pendant la semaine. Donc, merci donc à Alia, à Nerimen, à Mohamed, Adam, Mélina, Abdesamad et Djihad. On rappelle que vous organisez un événement au portail Coucou le 11 mai à 20h. Je pense que les informations sont sur Internet. On se retrouve après une petite pause musicale pour les chroniques des ados où l'on va parler de culture et de sujets de société. Merci à tous d'être venus sur le plateau et puis on vous dit à bientôt. Merci. Mosaïque. De l'actu et du flow. Vu par des ados. Program complete.
I talk like this. When I hit a bitties out of fucking park like this, I'ma spark right this in the dark like this. And I know everything you think you're doing, you're not really doing. No, I done it, yeah, I done it. If you want it, maybe we can run it, we can run it. If you want it, we can run it, let's run it. Run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, run it, run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, yeah, let's run it, yeah. They told me stay in my zone. Nah, fuck all of that shit, let me throw back shit. I get compared like ashes and ash. My new shit, 5 bitches talk to a boss. Walk in the stool like a boss, Rick Ross. Walk in this bitch and I'm grabbing all the sauce. Flu game sick, break her off like chalk. Flu game dick, have a choking of a cough. Flu game whip skirting off in the car like ooh, damn. What you thought this was? Had a lot of patience, paper thin. Pull the plug, middle fingers up. Give a fuck, I'm the excavator. Fuck that bitch, I'll text her later. I might say the best for later. Make your whole squad run it up like monthly data, yeah. I'm in my zone, I'm in my zone. Might never leave the crib with a stew inside my home. And these problems in my head, got a Glock inside the Benz. Lately I'm feeling like Uzi because all my friends are dead. Mosaïque. Mosaïque. De l'actu et du flow. Vu par des ados. Program complete. On se retrouve sur Mosaïque Radio après cette petite pause musicale. Donc Welcome Salon sont partis. Il reste autour de la table Abdesamad, Djihad et Mohamed qui vont nous parler de leur petite chronique. Je laisse la parole à Abdesamad et Djihad qui vont nous parler de PNL. Bonjour, aujourd'hui on va parler de PNL. PNL, c'est un duo de rappeurs constitué de Tariq alias Ademo, âgé de 29 ou 30 ans, et Nabil alias NOS, de 2 ans son cadet. Originaire des Tarterets à Corbeil-Essonnes, ils ont surnommé ce grand ensemble le Zoo, d'où le Z qui leur signe de ralliement avec les mains. Le nom PNL, c'est le diminutif de Peace and Love. Et le 22 mars dernier, le duo a sorti son dernier clip, ODD. Après plus de 11 heures de live, il s'agit du 3e extrait de leur nouvel album, Deux Frères. Ce dernier a fait plus de 70 000 ventes en seulement 2 jours, mais leur clip a aussi affolé les compteurs avec près de 500 000 vues en seulement 2 heures. Aujourd'hui, le clip totalise plus de 50 millions de vues. Désormais, on va vous passer un extrait, ensuite je vais laisser la parole à Djihad. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, je dis les pectoraux gainés. Moi je vais plus analyser le clip que les paroles. Tout d'abord, au début du clip, il y a un plan large sur les nuages qui petit à petit se recentre sur un plan de Paris. Puis il y a un plan américain où on les voit regarder Paris, mais ils ne la regardent pas comme tous les autres habitants. Ils la regardent du haut de la tour Eiffel. Puis la caméra s'éloigne de plus en plus pour laisser apparaître le haut de la tour Eiffel. Moi, personnellement, je voulais parler de ce clip car je le trouve magnifique. Un très grand budget a été mis, environ 80 000 €. Nous pensons qu'avec ce son et leur nouvel album Deux Frères, ils ont voulu se recentrer sur eux-mêmes et ne visent plus le sommet, je cite, « bas les couilles de l'Himalaya ». Merci les gars, on va passer à une autre chronique de Mohamed. Salut, c'est Mohamed. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible. Il y a un an, les Palestiniens effectuaient la marche de retour. Des milliers de Palestiniens se sont rassemblés ce samedi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ils étaient appelés à manifester en masse pour fêter le premier anniversaire des marches du retour, 1 an après le début d'une mobilisation contre le blocus israélien et pour le droit de revenir sur les terres qu'eux-mêmes ou leurs parents ont fui ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. La marche de retour, c'est l'édition annuelle des manifestations organisées par les Palestiniens pour commémorer la Nakba. La Nakba, c'est l'exode palestinien de 1948. Le 30 mars 2018, l'armée israélienne avait tué 195 Palestiniens et blessé 7100 blessés. En gros, c'est un jour noir pour le peuple palestinien. 1 an après, le conflit est toujours le même. Et malgré les risques, le samedi 30 mars 2019, les Palestiniens sont retournés dans la rue pour une nouvelle journée noire. Et il y a 4 morts, dont 3 mineurs,
et 64 blessés. La marche de retour, c'est un événement très important pour les Palestiniens. C'est un moment où les Palestiniens continuent de lutter pour leur terre. Les frères palestiniens, ne perdez pas l'espoir pour garder vos terres. Alto blocus, prison à ciel ouvert, qui plonge un peuple dans une vraie misère. La nourriture et l'eau deviennent très rares. Malgré tout ça, la foi leur donne espoir. Merci Mohamed, merci à Djihad et Abdesamad pour leur chronique. On s'arrête là, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre émission. À bientôt, au revoir. Mosaïque. Mosaïque, De l'actu et du flow. vu par des ados. Program complete.